chaises achetées chez Lidl, non? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les tontons farmers sont de retour au salon de l'agriculture, de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme. Ça sera le thème du débat. Et j'accueille mon tonton farmer préféré, Jean-Baptiste Vervy. Bonjour. On compte sur toi, Jean-Baptiste. Hey. Bon, il est céréalier dans la Marne en plus. Un autre agriculteur juste à l'opposé, Claude Ménara. Yes. Du 47. Du 47, dans le sud-ouest. Ouais. Un agri-résistant. On en parlera juste après. Étienne, un éleveur qui publie, qui est youtubeur et qui publie, Étienne Fourmont, un livre donc aux éditions Hugo Doc que je recommande parce qu'il est très clair. D'où vient ce titre, Peace and Food? Eh ben, j'ai été attaqué chez moi par les antispécistes qui ont tagué un mur de la ferme et on l'a effacé leur message, qui était un message de haine, et on l'a remplacé, on a écrit en gros Peace and Food sur le mur et j'ai repris le même pour le livre. Eh ouais, je comprends là maintenant. Et puis, cet ouvrage que je recommande, qui n'est pas encore sorti, il sort mercredi. Il sort mercredi, donc on est en les temps. Enquête choc, donc l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme, donc paru aux éditions du Rocher. D'où vient ce titre et pourquoi? Sébastien Larquin. Alors ce livre en fait c'est le fruit d'une enquête de plus d'un an. En fait, avec mon co-auteur Anthony Cortés, on a travaillé sur l'affrontement qui vient, c'est-à-dire en fait on a enquêté sur deux camps qu'on a estimés déjà irréconciliables. D'un côté vous avez les camps écologistes avec des groupes comme Extinction Rébellion, Dernière Rénovation, les Soulèvements de la Terre qui durcissent ces actions. On a vu les jets de peinture, les blocages, les sabotages. Et en face, vous avez le camp de l'État qui lui aussi durcit son action avec plus de surveillance, plus de répression, plus de condamnation notamment, et aussi une accélération sur des projets controversés. Donc finalement, nous, notre question, ça a été... on a essayé de se placer au milieu des deux camps et d'expliquer comment chacun est engagé dans une fuite en avant et en se posant la question jusqu'où tout ça va aller. Et jusqu'où? Alors justement, le but ça a été vraiment de comprendre chacun des deux camps la logique dans laquelle ils s'inscrivent. C'est-à-dire que là, quand on voit le camp écologiste qui durcit son action, encore tout à l'heure ici au salon même, le président Macron a été interpellé par un militant de Dernière Rénovation. Et donc on voit qu'il y a vraiment des barrières qui sont en train de tomber, des actions de plus en plus dures. On a vu encore récemment le sabotage d'une usine Lafarge près de Marseille ou la méga bassine de Sainte-Soline qui avait été pris pour cible fin octobre, il me semble. Donc ça, c'est tout un éventail d'actions qui sont en train de se mettre en place, de plus en plus dures. Et en face, l'État, lui aussi, comme je le disais, il devient de plus en plus radical d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a un arsenal législatif notamment qui est mis en place pour accélérer sur des projets controversés. C'est notamment le cas des bassines, encore une fois. J'imagine qu'on va en reparler. Et donc jusqu'où ça va aller, c'est la question qu'on se pose et on espère que ça ira pas jusqu'à un éventuel débordement. Alors si Étienne est là, c'est pas pour rien, c'est que justement lui il a vu son mur, son élevage tagué. Ouais, on était... en plus, c'est arrivé la nuit du réveillon, du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Et en fait, on était à la maison en train de fêter le réveillon avec les amis, la famille et tout. Et le lendemain matin, évidemment, parce que la nuit même, on ne l'a pas vu. Le lendemain matin, j'ai découvert un grand tag sur un mur de silo à la maison. Quand je dis à la maison... Pour moi, la ferme, pour tous les agriculteurs, la ferme, c'est la maison en fait. Peu importe si tu es dans le bâtiment des vaches laitières, dans le bâtiment de stockage ou quoi que ce soit, quand tu dis je suis à la ferme, je suis à la maison. Et du coup, pour moi, pas pour moi, et puis pour mes proches, ils sont rentrés à la maison. Et de toute façon, ils sont rentrés dans la ferme. Voilà. Et ils ont tagué le mur, et seulement ils ont tagué un mur en marquant 2020 abolition sur un grand mur de silos de maïs. Chez mon voisin, ils sont rentrés dans la porcherie. Alors en plus, c'est con parce que c'est une toute petite porcherie sur paille en plus. Et ils ont tagué dans la porcherie 2020 abolition, comme chez moi, assassin, camp de concentration. Ils ont coupé les câbles électriques dans les tracteurs, dans le bâtiment et tout. Donc c'était catastrophique. Ça les a beaucoup traumatisés. Mes voisins ont été extrêmement traumatisés. Moi, c'est assez pénible parce que maintenant, la nuit, quand tu as un bruit que tu ne reconnais pas ou le chien aboie, tu dis toujours putain, est-ce que c'est eux qui reviennent ou qu'est-ce qui va se passer? Et donc ce mur-là, on a décidé d'effacer ce message-là. Donc on a nettoyé le mur. Et ensuite, avec des graffeurs, on avait fait un grand tag écrit Peace and Food avec un paysage de campagne derrière, de vaches, de villages. Et on a écrit en gros Peace and Food. Et comme on a fait ce tag, on a fait cette fresque au mois de mars l'année dernière, on a repris les couleurs bleu et jaune.
Voilà, parce que ça nous paraissait à l'instant plus logique. Et d'où là aussi la couverture du livre. Les gars ont été identifiés, il y a eu un procès et tu as été déçu. Alors ils les ont retrouvés. D'ailleurs, merci Déméter, parce que c'est grâce à la cellule Déméter qui a été mise en place par le gouvernement. Oui, tout à fait. Vas-y, Ouais, explique. donc les gendarmes nous ont dit, hein, on a eu beaucoup plus de moyens pour prélèvement d'empreintes, beaucoup plus de moyens aussi pour suivre les communications et les téléphones portables en fait. Les antennes relais, tout ça, tous les téléphones bip aux antennes à chaque fois qu'ils passent devant. Et donc il m'a dit, on a eu 3 gars à temps plein pendant quasiment 15 jours pour remonter tous les téléphones portables et refaire le chemin de tous ces antispécistes en fait quoi. Et il m'a dit, si on n'avait pas eu Déméter, on n'aurait jamais eu ces 3 gars-là pendant 15 jours ou 3 semaines et on n'aurait jamais pu retrouver, ou ça aurait été très compliqué de retrouver ceux qui ont fait ça. Donc il y a eu un procès au début de l'année dernière, il y a 1 an au Mans. Tout a été regroupé au Mans parce qu'en fait, quand ils se sont fait choper sur 13 actions qu'ils avaient fait dans tout le Grand Ouest de la France. Procès au Mans, 12 ou 13 prévenus, que des travaux d'intérêt général. Voilà, uniquement ça, sachant que dans l'eau, il y en avait quand même qui étaient en prison avec sursis. Il y en avait un qui avait 2 fois de la prison avec sursis. Il s'est juste pris les travaux d'intérêt général. Et ça a été, c'est très perturbant parce qu'on sait très bien que s'ils ont que ça, demain, vu comment ils sont tarés, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot, ils vont recommencer quoi. Sébastien, quel recul tu as? Alors effectivement, ce genre d'action pose de vraies questions parce que quand on s'introduit chez un agriculteur, voilà, comme tu le disais, ça crée vraiment un traumatisme à la fois professionnel mais aussi personnel puisque voilà, les agriculteurs souvent vivent sur leur exploitation, donc ça a des conséquences sur la vie de famille notamment. Voilà. Tu parlais de la cellule Déméter, c'est vrai que cette cellule, actuellement elle pose question aussi du côté écologiste parce que la surveillance qu'elle permet, elle a fait baisser les atteintes au monde agricole. En ça, c'est vrai que c'est une victoire. Par contre, elle pose aussi des questions, dans le sens où elle a été condamnée par la justice, puisqu'elle vise notamment à défendre contre les atteintes idéologiques. Et ça veut dire que ça vise aussi à prévenir des atteintes idéologiques, c'est-à-dire, on l'a vu très concrètement, notamment à cibler des militants qui vont s'opposer aux OGM, aux pesticides, à ce genre de choses. Et là, se pose une question quand même démocratique, parce qu'il peut y avoir une critique qui est légitime. C'est-à-dire que, voilà, que par exemple les OGM, les pesticides, les bassines, ce sont des sujets agricoles qui peuvent légitimement créer le débat. Donc quand la cellule Déméter travaille sur les militants qui émettent des idées qui sont parfois contraires à celles de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs qui sont à l'origine de la cellule Déméter, là on a des questions. Oui, mais le problème, c'est pas la cellule Déméter. Elle est problème sur le plan idéologique, mais il faudrait que les policiers trouvent, en fait, avec les moyens, dans tous les gendarmeries, ils soient capables de trouver les personnes. Or, souvent, c'est pas pris en compte, ou il n'y a pas le temps, ou c'est pas une priorité. C'est-à-dire une priorité C'est-à-dire que par rapport à d'autres faits, la cellule Déméter arrive au bout, non pas parce qu'elle a des moyens technologiques très puissants, c'est juste qu'elle se donne les moyens d'arriver au bout de l'enquête. Il faudrait en fait que ça soit une priorité d'aller identifier dans ce cadre d'action donc les coupables. Par exemple les militants antispécistes, animalistes, etc. Après, le débat d'idées, comme tu le disais, moi je trouve ça très très bien et c'est logique quoi. Après, c'est ceux qui passent aux actes, où là c'est dangereux parce que moi, je pense pas être un criminel chez moi ou de mal faire mon travail. Donc tu vois que des gens qui débarquent chez toi pour te dire que tu es un salaud et ils veulent t'empêcher de travailler, bon, comme tu dis, c'est très perturbant. Donc ceux-là, il faut vraiment les poursuivre et les juger et tout ça quoi. Après sur le débat d'idées je suis d'accord, mais quand la cellule Déméter elle n'a pas été démembrée, à un moment donné je voyais quand ils ont dit que la cellule Déméter a été condamnée, c'est juste pour la partie idéologique on va dire, ouais. Mais elle existe toujours pour la partie recherche on va dire de crime. Elle existe toujours parce qu'en fait le ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur ont fait appel, les militaires ont fait appel et donc là, en attendant l'appel, la cellule continue de fonctionner. Ouais. Monsieur est pas d'accord là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Venez. Je vois que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des surprises. Allez-y. Votre prénom, votre nom. Je tiens le micro, je garde le micro. Pascal Béteille, je suis un collègue à M. Ménara et j'étais le président de la CR47. Tout simplement, la cellule Déméter, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. Il faut juste respecter la propriété privée. Comment on détruit une bassine de 400 000 €? Personne n'est rien. Qu'est-ce qui se passe? On vient chez nous, on détruit les serres, les ci, les là, personne n'est rien. Il faut respecter la propriété privée, tout simplement. Mais et appliquer la loi. Mais à l'inverse, quand vous videz du fumier sur la préfecture, vous ne respectez pas tout le temps la propriété privée, vous non plus?
Non, on va au tribunal. Oui, c'est vrai. Alors, Claude Ménara, puisque vous en avez parlé, on va en parler. Alors lui, il est un peu borderline, on va dire. Hein. Ben voilà, je suis borderline. Il a construit un lac avec quelques autres, quand même. Il a avec Oui, monsieur. mais oui, Ensemble. J'ai la ensemble, bande là. ensemble, Totalement de façon illégale. Non. Alors, non. Explique-moi. Il Non, était responsable de son tracteur. Non, voilà. Non. c'est un meneur. Non. Alors, vas-y, Le lac vas-y. de Caussade, bon sûr, tout le monde connaît le lac de Caussade dans Lot-et-Garonne. Bon, sauf que ce lac a été autorisé. Le dossier a duré 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus. La préfète du Lot-et-Garonne accepte. On commence le boulot. Et voilà que France Nature Environnement dépose un recours au tribunal administratif de Bordeaux. C'est interdit, il y a trop de lacs en Lot-et-Garonne, en fait, c'est du non-sens, il ne faut plus irriguer, il ne faut plus stocker l'eau. C'est deux ministres qui s'en sont mêlés, et c'est tombé que ces 2 ministres demandaient à la préfète de retirer son arrêté. Eh bien nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a une autorisation, on le fait, et on l'a fait. Oui, mais c'était interdit. Et on l'a fait, ce lac. Mais c'était interdit. Non, il était autorisé, sinon on ne l'aurait jamais fait. Non, mais avant, il était autorisé. Mais Et après, pourquoi il était interdit? Bonne question. Sauf que quand le préfet de région nous dit, vous comprenez, Sivens, c'est prêt dans l'espace et dans le temps, ça, c'est pas une réponse. Donc on a dit, bon, écoutez, ce lac, on le fait. Et on l'a fait. Donc vous avez été chercher des pelles. Moi j'ai mis du matériel me concernant, la Chambre d'agriculture a loué du matériel, et les agriculteurs sont venus bosser, tout simplement. Ce lac, qui fait grosso modo 1 million de mètres cubes, on l'a fait en plein hiver, ce qui est quand même quelque chose de fabuleux. Un hiver sec, c'était l'hiver 2018-2019. 2019-2020, ce lac s'est rempli, que du bonheur. Pour en finir, alors bien sûr, France Nature Environnement, hyper vexé, a dit non, mais attendez, nous on n'accepte pas ça. Ce lac, il faut démolir la digue, il faut remettre tout en état. 22 hectares de plan d'eau, vous comprenez, dans cette zone, il y a une biodiversité mais remarquable, mais c'est unique, quasiment unique en France, évidemment. Sauf que on n'a pas démoli la digue. Alors, moyennant 83 000 euros, sonnant et trébuchant à France Nature Environnement, aujourd'hui le lac est magnifique et tout le monde est content. Ah, c'est 83 000 euros qui a permis de mettre tout le monde d'accord. Exactement. Que vous avez payé? Oui. Tous? Tous. Tu vois, c'est sympa, on sait rendre service hein, dans ces cas-là. Voilà le résultat. Je croyais que les agriculteurs n'avaient pas d'argent. Vous Non, en avez trouvé là un c'est peu. la Chambre d'agriculture qui a avancé la trésorerie. Voilà, et puis c'est fait, tout le monde est content. Ouais, mais Claude, tu as fait exactement pareil que les mouvements dont on parle. Eh ben voilà. Parce que c'est un peu le même. Autour du projet de Caussade, il y a eu des intimidations de la part d'agriculteurs envers notamment des militants de France Nature Environnement, ce qui pose finalement un peu le même genre de questions que ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est que Moi, je suis d'accord avec Sébastien, c'est pareil. Ouais, mais non, mais quand même, on peut reprendre ce qui a été dit. Alors, on va faire du ping-pong, hein. Mais quand même, à partir du moment où tu es dans une propriété privée et que les mecs, ils viennent chez toi, ils viennent te... Enfin, c'est vrai que ça, on le piétine. Mais c'est pareil pour la chasse. Hein. Il faut réformer la chasse, tout ça, parce qu'on ne peut pas se promener. Oui, mais la chasse, ou en tout cas dans la forêt ou dans les champs, on n'est pas chez tout le monde, en fait. C'est des territoires privés, en fait. Oui, mais je parlais du processus d'intimidation, qui est quelque part Oui, similaire, mais à un que ce moment soit donné, de faire peur à des militants écolos ou s'introduire chez un Attends, éleveur. je viens chez toi dans ton petit jardin, tu as ton petit barbecue, je viens avec 3 potes pour te... Tu vas dire, j'arrive chez toi, qu'est-ce que tu viens faire? Tu vas te défendre? A priori. Tu vois, parce que je suis venu chez toi et qu'à un moment donné, même si tu as un avis différent, t'es pas là où tu dois être. Dans l'histoire du lac, c'est des terrains à vous, quoi. Non, c'est des terrains publics. Non, des terrains, terrains. des terrains qui avaient été achetés par la Chambre d'agriculture, donc il y avait l'emprise. donc Il ça y peut avait à l'emprise vous. foncière, donc c'était beau. Autre exemple, tout à l'heure tu parlais des OGM. Putain, mais attends, quand tu as une tribu de voyous fanatisés, de 300 pèlerins qui viennent saccager 15 hectares de maïs, non mais les mecs ils se rendent pas compte le mal que ça peut faire, la trouille que ça peut faire. Moi ça a failli me coûter un divorce. Ma femme m'a dit, attends, maintenant t'arrêtes tes conneries. Quel est le lien? Ah oui, d'accord, je voyais pas le lien entre le divorce et les le chocottes, et le maïs OGM. elle avait les chocottes parce que c'était menace de mort, c'était intimidation, tout y est passé. 11% 5 ans. Greenpeace, Confédération paysanne et tout le reste. C'est un truc de fou. Mais quand on a vécu ça, putain, là on lâche rien. Là on se bat. Je dis aux mecs, vous ne baissez pas la tête, on se bat, on lâche rien. Ouais, toi tu dis l'enjeu est tellement important qu'il faut y aller. Exactement. Ouais, mais tu fais pareil que les. Eux aussi ils pensent la même chose quand ils taguent et tout ça.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux aussi pensent la même chose. Après, il y a la question de savoir qui est plus proche de la réalité l'un que l'autre, quoi, tu vois. Et après, moi, je me passe toujours du côté, évidemment, sécurité alimentaire. Il faut produire pour nourrir les Français. Ils ont faim, ils achètent des produits. Donc on est là pour les faire, ces produits-là, enfin ces denrées-là, que ce soit céréales, lait, légumes ou quoi que ce soit. Donc il faut qu'on les produise. Et quand tu vois aujourd'hui toutes les restrictions qu'on a et qu'on en arrive à importer des aliments de l'étranger qui correspondent même pas à nos propres cahiers des charges, nous, en France, et que derrière ça, on nous remet des contraintes en disant non, faites pas ça, vous allez abîmer le lac, ça va abîmer les terres et tout. Bah oui, mais vous allez importer de la bouffe de l'étranger. En plus, le pire, c'est que ces gens qui vont gueuler là, je suis sûr qu'ils ont bouffé les trucs qui sont importés de l'étranger. Hein. Je suis quasiment sûr. Hein. Tu vois, c'est le paradoxe, quoi. Mais oui, puisque un fruit sur deux vient de l'étranger. Tu as l'impression que l'État durcit réellement? Oui, tout à fait, l'État durcit réellement. Et on disait, avec des outils de l'arsenal de surveillance, notamment la cellule Déméter. Mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi. Nous, dans ce livre, en fait, on a beaucoup interrogé les services de renseignement, que ce soit les renseignements territoriaux, la DGSI, et tous nous disent, déjà on a été surpris de voir à quel point les différents agents qu'on a interrogés avaient une connaissance vraiment précise des différents mouvements écologistes. Ça nous a surpris. Finalement, les agents se voient vraiment un peu comme les choses se durcir, mais de la même manière des deux côtés. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont pris un peu dans un entre-deux avec des militants écologistes qui vont de plus en plus loin, mais aussi des agriculteurs, des chasseurs qui eux aussi quelque part vont plus loin. Et donc eux sont pris un peu entre deux aussi. Voilà. Et concernant l'État qui va plus loin, il y a aussi un arsenal législatif qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui permettent aujourd'hui, des décrets qui sont mis en place, qui permettent d'aller plus vite, de contourner l'autorité environnementale par exemple, choses comme ça. Ça pose aussi des questions parce que ces outils-là, ils sont là comme des garde-fous. Et à partir du moment où on les contourne, ça rejoint ce que tu disais, c'est que chaque camp estime être dans la vérité. D'un côté, on va dire oui, mais il y a l'urgence climatique, il y a le réchauffement climatique, il faut arrêter, il faut changer de modèle. Et de l'autre, on va dire attendez, il y a toujours les gens à nourrir, et il y a toujours, il faut protéger les agriculteurs et il faut garder le modèle dans lequel on est, il faut maintenir la croissance, etc. Et on a finalement face à deux logiques totalement irréconciliables. Est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas instrumentalisés, toutes ces associations-là? Instrumentalisés, dans le sens où sans s'en rendre compte, en fait, ils sont manipulés peut-être par d'autres qui ont des intérêts géostratégiques ou géopolitiques. Je prends l'exemple des OGM. Aujourd'hui, il n'y a plus d'OGM en France. Il y a 20 ans qu'on en mange, il n'y a pas de problème dans le monde. Soit tu vas me trouver les mecs qui sont morts des OGM. Va m'en trouver. Tu n'en as pas. Par contre, on a défoncé en fait la recherche, les semenciers français et européens pour d'autres. Et si tu veux, c'est pareil, on en parle pour la bouffe avec l'alimentation, la viande artificielle. Aujourd'hui, en fait, tu as plein d'associations qui vont taguer chez Étienne. Et en fait, c'est des lobbies qui sont derrière. Donc, sous prétexte de sauver la planète, il peut être manipulé. Mais il faut être très clair. Dans le monde agricole, il y a l'idée que c'est les Américains qui, quelque part, déconstruisent notre agriculture. C'est les Américains. Qui défendent leurs intérêts. Voilà, qui défendent leurs intérêts en appuyant sur les boutons des... Et en parallèle, contre la viande et l'élevage, il y aurait les multinationales, Xavier Niel et autres. Oui, on le voit avec notamment, je te rejoins. En fait, ce que tu voulais dire, par exemple, c'est L214 qui a pu être financé, c'est sorti dans la presse, par une entreprise américaine qui est spécialisée dans la viande in vitro. Et c'est vrai que là, on peut s'interroger sur une éventuelle manipulation. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? C'est la question. Non, parce que là, tout le monde t'a dit son avis, mais toi... Ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, ça pose question à partir du moment où il y a une influence étrangère, ça pose question. Néanmoins, L214 a aussi, je veux pas, mais L214 a vraiment une utilité démocratique aussi, parce que quand on voit qu'ils vont dans des laboratoires, dans des abattoirs où les procédés sont scandaleux, je pense que même toi qui es éleveur, tu aimes tes animaux, t'as pas envie de voir ton travail saboté par un abattoir qui fera n'importe quoi avec ton animal. C'est sûr, il y a ce côté-là où je suis d'accord de dénoncer ce qui se passe mal. Le problème, c'est qu'ils dénoncent ce qui se passe mal en disant que c'est général. C'est souvent leur message en fait. Ils disent regardez, c'est horrible, et ils vont montrer que ce qui est horrible, alors que les horribles c'est 1-2% de ce qu'on fait nous chez nous, quoi, tu vois. Et à côté de ça, ils font croire que c'est partout comme ça. Et c'est ça que nous, c'est super compliqué après, parce qu'il faut qu'on repasse. Ils ont un poids médiatique
qui est tellement énorme, un espace médiatique qui est tellement énorme qu'ils arrivent en une enquête à détruire des années de travail de montrer le métier qu'on fait chez nous, quoi. Donc c'est ça qui est super dangereux. Je vais poser la question à Jean-Baptiste, il va être obligé d'y répondre. Jean-Baptiste, c'est vrai que dans le monde agricole, on a un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur, qu'on n'accélère pas très vite sur les écologistes. Au début, on les décriait, et aujourd'hui, ils ont bien fait évoluer quand même la façon de produire. Alors sur un autre sujet, mais si tu regardes, allez, on Réponds à reprend la question. Stéphane Le Foll ici, c'est tu bon. vois, qui est venu. L'agroécologie. L'agroécologie, tout le monde gueulait, ah là là, machin, ils défoncent tout, les syndicats, les chambres et tout, vous travaillez pas bien. 10 ans ou 15 ans plus tard, quand tu regardes bien, c'est quand même un électrochoc qui a fait avancer. C'est vrai que des fois dans la profession, on va dire, on va faire des efforts, honnêtement. Et puis on les fait pas trop vite, où on trouve les excuses de. Et des fois, c'est vrai qu'il faut le petit truc piquant. Alors il faut pas que ça soit non plus la coup de hache, hein, j'ai dit le petit truc piquant, qui fait que ça provoque quand même le changement. Et notre écologiste de service. Non, mais ça déconne, on le faisait déjà. On n'a pas tenu Stéphane Le Foll pour faire de l'agroécologie. Non, mais l'agroécologie, on n'allait pas, pas aussi vite. Ouais, peut-être bien. Moi, ce que je dis. On dit toujours ça. Hein. Non, on connaît toujours des copains agriculteurs qui font des trucs. Bon. Ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut regarder le réalisme. Alors nous, on est pour la concertation, pour s'écouter, pour avancer tout simplement. Mais quand on a affaire à des marchands de peur, parce qu'en fait, ce sont des marchands de peur, et bien sûr, les médias sont là parce que c'est croustillant, on y va, on tape. Sauf qu'aujourd'hui, quelle est la situation de la France ? Là, il y a de quoi se poser des questions. J'écoutais le ministre de l'Agriculture sur France 2 avant-hier, quand on lui a posé la question, bon alors, les jeunes, là, pour reprendre le flambeau, d'ici 2010, il va y avoir 130 000 exploitants qui vont prendre la retraite. Bon, est-ce qu'il va y avoir des jeunes pour relever le défi ? Je disais tout à l'heure en journalisme, il faut être quand même fêlé, quoi. Avec les normes, avec les surtranspositions, avec les emmerdes que nous avons au quotidien, mais il faut être fêlé de faire ce métier. Honnêtement. Alors, du réalisme. Tout à l'heure, je disais, putain, foutez-nous la paix, laissez-nous bosser. Laissez-nous bosser, tout simplement. Notre métier, on l'a appris, on le fait avec passion. On a besoin des consommateurs, bien sûr. Mais tu peux pas dire ça. Enfin, tous les métiers, c'est pareil. Ils ont l'impression de bien Mais faire non, leur job. C'est là où je ne serais pas d'accord avec toi. Dans le sens où je suis super heureux, moi, de faire mon métier. Alors, il y a des côtés qui sont difficiles, évidemment. Faire le législatif, les papiers, c'est vrai que c'est chiant. Mais je pense qu'il faut qu'on comprenne que voilà, les artisans, un artisan, ça va être exactement la même chose. Il faut qu'on se batte pour réduire les charges administratives, la pression sociétale, environnementale, qu'on l'explique et qu'on se batte pour ça. Mais à côté de ça, le métier il est quand même formidable, quoi. Si on dit aux jeunes, c'est que de la merde, vraiment ça va être horrible, vous n'allez pas y arriver, évidemment qu'on va avoir personne pour faire s'installer après. On a notre capacité à tuer nos remplaçants en tenant ce discours-là. Alors ce qui est vrai, c'est pas miraculeux, mais si nous-mêmes on dit à longueur de temps, c'est dur, c'est la galère, c'est vrai, c'est dur, c'est la galère, mais il y a plein de façons d'y arriver aussi, et sinon on sabote le truc, quoi. C'est mal compris, je dis simplement que si on arrête de toutes ces transpositions, qu'on nous laisse travailler, qu'on nous laisse faire notre métier, on fait un très très beau métier. Mais aujourd'hui, alors, tu prends les zones intermédiaires. Bon, nous on a la chance d'être dans une région où il y a de l'eau, on fait des cultures légumières, bon, on n'a pas à se plaindre. Mais tu as des zones, putain, mais ils souffrent vachement, ils souffrent. Donc, pour aider ces mecs-là, mais il faut lâcher les taux, tout simplement. Mais arrêtez de nous casser du sucre sur la tête, tout simplement. Sébastien. Oui, tu dis laissez-nous faire notre travail, effectivement, mais c'est quand même normal qu'il y ait aussi des contre-pouvoirs. Dans le sens où, par exemple, tu parlais de l'agroécologie tout à l'heure, qui a pu susciter une levée de bouclier et en même temps créer un électrochoc et les pratiques ont changé. Tout le monde te dit on fait que de l'agroécologie. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que la nouvelle question, c'est pas autour justement de l'eau et des méga-bassines ? On voit par exemple aujourd'hui qu'on est dans une situation de sécheresse catastrophique, alors qu'on est encore en hiver. Qu'est-ce que vont être le printemps et l'été prochain ? On se pose vraiment la question. Donc, dans ce contexte-là, les écologistes qui dénoncent les projets de méga-bassines, comme ça a été le cas à Sainte-Soline, et ce sera encore le cas à la fin du mois de mars, puisqu'il y a une autre méga-manifestation qui est prévue dans le Poitou, ils posent des questions légitimes, finalement, et donc ils amènent aussi le pouvoir politique à se poser des questions et à légiférer pour ou contre certaines mesures qui peuvent être décriées. Non, mais honnêtement, bon, effectivement, ça fait 30 jours sans pluie. Bon, là, on vient d'avoir 40 mm. Mais vous n'étiez pas né, moi oui. En 1976, on a eu une super sécheresse. En juillet 2017, on a eu Garonne qui est sortie en plein été.
Donc on a déjà connu ces périodes de sécheresse d'1 an, 1 an et demi. Oui, mais les procédés, c'est-à-dire que par exemple, c'est pas une la situation question. exceptionnelle climatique, ça, totalement. Par contre, pour y répondre, il va falloir mettre des choses en place. Et ces choses-là, actuellement, vous parliez du ministre de l'Agriculture qui était sur France 2 hier, avant-hier. Eh bien, il a justement défendu lui aussi le modèle des méga-bassines. Il a dit qu'il en fallait plus. Alors que justement, cette semaine, il y a eu des rebondissements. Il y a la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui a expliqué que le projet en Charente-Maritime était illégal puisque la quantité d'eau qu'il devait prélever était stratosphérique. Attends, je finis juste. Et il y a aussi le Bureau de recherche géologique et minière qui a fait la principale étude qui est brandie par tous les pro-bassines, qui a rétropédalé cette semaine et qui lui aussi dit oui, notre étude ne prend ni en compte le changement climatique, ni la sécheresse, ni les conditions climatiques futures. Ça pose quand même de vraies questions puisque d'un côté le ministre nous explique que les méga-bassines seront la solution face au changement climatique et puis le bureau qui a fait l'étude nous explique que en fait le changement climatique n'a pas été pris en compte. Jean-Baptiste. Moi, je voulais juste te dire, quand on sort l'argument que le tribunal revient sur le truc, le tribunal, il doit juger sur le juridique. Et quand il commence à avoir une position idéologique, là, ça déconne, quoi. Tu vois ? Là, tu Parce que non, mais quand tu dis, oui, tu vois, le tribunal, il a jugé que peut-être que l'administratif était pas le bon, mais si c'est pas lui qui est le BRGM en tant que tel, tu vois, un tribunal. Donc il dit, les papiers sont bons, vous avez fait les procédures, ok. Après, pour le coup, quand tu tiens ce genre de raisonnement, pour moi, tu t'inscris exactement comme les militants écologistes qui disent que la loi n'est pas de leur côté et que donc il faut contourner la loi. Mais la loi, c'est parce que là, c'est un tribunal qui a décidé. Du coup, la loi, c'est la loi, et la science de la nature, c'est la science de la nature. Et je pense qu'on l'oublie pas mal de fois. Le cycle de l'eau, le cycle de la vie, la chaîne alimentaire, celui qui mange le plus grand qui mange le plus grand. Moi je trouve qu'en France, et ce qui me désole dans tous ces discours-là, c'est qu'on oublie nos cours de sciences nat, nos cours de biologie, le cours de la planète, comment elle fonctionne. Et il y a plein de gens qui vont t'expliquer comment la planète fonctionne. J'ai l'impression qu'ils ont oublié des basiques. Et on discute bien de ça. Et par contre, autre part dans le monde, il y a des trucs vachement dégueulasses. Et il y a beaucoup moins de monde qui va les voir, quoi. Oui, mais tu peux pas dire ça non plus. Voilà. C'est pas parce qu'en Inde c'est pollué qu'on peut Oui, polluer mais ici. il n'y a pas de... À un moment donné, il faut croire à la science, il faut respecter Ouais, mais la le France peut jugement. chercher à être une locomotive. Et notamment, toi, qu'est-ce que tu en penses par exemple des méga-bassines ? Puisque c'est un sujet ultra clivant en ce C'est moment. intéressant. Ben, Vas-y, moi, Jean-Baptiste. écoute, franchement, quand on me l'explique, on a été avec le co-farming visiter ce sujet-là. Quand les mecs t'expliquent le sous-sol, le truc, il pleut l'hiver, on le stocke parce que de toute façon, on a un sous-sol qui fait que l'eau elle se barre, elle n'est pas retenue, donc on la stocke pour la réutiliser. Moi, je trouve que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et si tu mets... Moi, on a fait plusieurs lacs artificiels dans ma région. Aujourd'hui, pour sauver la ville de Paris, la personne vient les faire chier, pour éviter qu'ils soient inondés. Aujourd'hui, c'est un puits de biodiversité. Il y a un tourisme pour aller voir les grues cendrées qui bouffent tout le maïs à côté. Il y a eu une économie, mais c'est pour pas inonder Paris. Là, tout le monde est d'accord. Là, ça va. Là, ça se passe bien. Claude, c'est le même très court sujet. parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Tu prends l'Espagne. Ah, ça va pas être court, ça va pas être possible. Non, mais en France, on stocke 2% de l'eau. En Espagne, 25%. Est-ce qu'on serait plus taré que les Espagnols? Mais non, il faut arrêter là. De l'eau, il y en a à profusion. Moi, ça fait 40 ans que je mesure l'eau qui tombe du ciel. Par décennie, allez, à 40-50 mm par an, c'est la même chose. Sauf que on a des périodes de plus en plus sèches pendant un certain temps et des périodes plus longues par rapport à 10-15 ans. Mais sinon, de l'eau, on n'en manque pas. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de dire qu'il manque de l'eau. C'est pas parce qu'on a eu un été 2022 sec, c'est pas parce qu'on a un hiver sec qu'il ne va plus pleuvoir. Ton collègue n'est pas d'accord. Non, le réchauffement climatique, l'eau, c'est quand même des sujets. On sait que voilà, globalement, la température augmente, que l'eau, on va quand même en avoir de moins en moins. Enfin, c'est pas qu'on va en avoir de moins en moins, mais tu as raison, par contre, il faut qu'on apprenne à la stocker et à la gérer. Là-dessus, je suis d'accord. Calme-toi. Tu vas voir. et le réchauffement climatique, c'est quand même une réalité, quoi. Mais Scientifiquement, c'est prouvé, Ouais, tu peux pas- c'est avancé, on le sait. Tu peux pas faire. Et alors on remettre fait ça en quoi? cause, quand même. On croise les doigts et on attend que ça tombe du ciel comme ça. Non, là. justement, on apprend à stocker l'eau. Bon, Étienne Fourmont, merci beaucoup. Claude Ménara, merci. Jean-Baptiste, merci. Et Sébastien, félicitations pour cet ouvrage Merci. qui sort le 1er. Donc, et on peut en même temps retrouver Merci. l'excellent ouvrage Peace and Food donc d'Étienne Fourmont. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. Merci. C'est Lidl, non?